Quand j'ai rassemblé toutes ces pages arrachées sur le sol de mon salon, j'ai réalisé que mon mari m'avait laissé une confession cachée depuis 15 ans. Et la vérité était plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je m'appelle Marie-Hélène. J'ai 82 ans et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant très longtemps. Une histoire qui me fait encore trembler les mains quand j'y pense. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous pouviez laisser un like sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, je vous en serai reconnaissante du fond du cœur. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran en train de m'écouter. Bon, allons-y. J'ai rencontré Robert en 1963 lors d'un bal paroissial qui avait lieu tous les samedis soirs sur la place du village. J'avais 19 ans, je vivais encore chez mes parents et je travaillais comme couturière dans l'atelier de Monsieur Antoine, là dans la rue principale. Robert avait 28 ans. C'était un bel homme, grand, avec des yeux châtains très profonds, de ceux qui, quand il vous regardait, semblaient pouvoir lire votre âme. Il travaillait comme comptable dans un petit bureau au centre-ville. Un homme sérieux, éduqué, qui portait toujours costume et cravate, même pendant les chaleurs étouffantes de cette époque. Je me souviens comme si c'était hier. Il m'a invité à danser une valse. Je portais une robe bleu clair que j'avais moi-même cousue avec une fine ceinture à la taille. Ma mère avait coiffé mes cheveux avec ces rouleaux qu'on utilisait à l'époque, vous savez. Et quand il a pris ma main pour danser, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Nous avons dansé toute la soirée. Il était silencieux, mais quand il parlait, il disait de belles choses. Il m'a invité à prendre une glace au salon de thé de Monsieur Jean la semaine suivante. Et c'est comme ça que nos fréquentations ont commencé. Robert était un homme de peu de mots, mais aux grands gestes. Il m'apportait des fleurs qu'il cueillait sur le chemin du travail. Il m'attendait à la porte de l'atelier tous les jours à 6 heures du soir pour me raccompagner jusqu'à la maison. Mon père l'aimait bien. Il disait que c'était un homme de bien, travailleur, qui allait prendre soin de sa fille avec dignité. Et ma mère devenait tout émue quand il venait dîner à la maison le dimanche, parce qu'il complimentait toujours sa cuisine. Nous nous sommes fréquentés pendant 1 an et demi. En avril 1964, il m'a demandé en mariage. C'était un dimanche après-midi, au bord de la rivière, où nous avions l'habitude de nous promener. Il a sorti un petit écrin de la poche de son veston et m'a montré une simple alliance en or qui avait appartenu à sa grand-mère. J'ai pleuré, j'ai accepté sur le champ et 3 mois plus tard, en juillet 1964, nous nous sommes mariés à l'église Saint-Joseph avec le père Augustin célébrant la cérémonie. C'était un petit mariage, seulement la famille et les amis proches. Ma robe était en dentelle blanche que j'avais faite moi-même. J'ai passé 2 mois à coudre chaque détail et Robert était magnifique en costume noir, avec une cravate grise que je lui avais offerte. Nous sommes allés vivre dans une petite maison louée rue des Roses, numéro 23. C'était une maison simple, de 3 pièces, une petite chambre, un petit salon qui donnait sur la cuisine et une petite salle de bain au fond, mais c'était la nôtre. J'ai tout décoré avec beaucoup de soin. De petits rideaux en coton imprimé que j'ai faits à la machine à coudre, des napperons au crochet que ma mère m'avait donnés et quelques tableaux avec des paysages que nous avions achetés au marché. Robert a monté une petite étagère en bois dans le salon pour ranger ses livres. Il adorait lire. Tous les mois, il achetait 1 ou 2 nouveaux livres à la librairie de Monsieur Manuel et passait les soirées après le dîner à lire dans le vieux fauteuil que nous avions reçu en cadeau de mariage. Et c'est là, pendant ces soirées silencieuses, que j'ai commencé à remarquer sa manie. La première fois que je l'ai vu, c'était environ 3 mois après le mariage. Ça devait être octobre 1964, parce que je me souviens qu'il faisait chaud et j'avais laissé la fenêtre du salon ouverte pour faire entrer un peu d'air. J'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle du dîner, quand j'ai entendu un bruit étrange venant du salon. Ce son de papier qu'on déchire, vous savez? Lentement, avec précaution. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allée voir ce que c'était. Robert était assis dans le fauteuil avec un livre sur les genoux. C'était un livre de contes, je crois de Maupassant, avec une couverture vert foncé. Et il était en train d'arracher une page. Ce n'était pas n'importe quelle page, c'était spécifiquement la page 47.
Il l'a arrachée avec tant de soin comme si c'était un rituel, et ensuite il a plié la page et l'a rangée dans la poche de son pantalon. Je suis restée là, figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, sans rien comprendre. J'ai pensé, ça doit être une histoire qu'il a beaucoup aimée et qu'il veut garder pour la relire. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je suis retournée dans la cuisine et j'ai fini de faire la vaisselle. Mais ensuite, c'est arrivé à nouveau. Quelques semaines plus tard, en novembre, la même chose. Il a fini de lire un autre livre, un recueil de poésie cette fois, et il a arraché la page 47. Il l'a rangée dans sa poche et a continué comme si de rien n'était. Cette fois, j'étais curieuse, mais je n'ai pas demandé. Vous savez comment c'est ? Nous étions jeunes mariés. Je pensais que c'était peut-être une manie bizarre, une superstition, je ne sais pas. À cette époque, les femmes ne questionnaient pas tout ce que leur mari faisait. Vous comprenez ? Nous étions élevés pour respecter, pour ne pas mettre notre nez là où on ne nous appelait pas. Et ainsi, mois après mois, année après année, chaque fois que Robert finissait un livre, il arrachait la page 47 et la gardait. Je voyais, mais je ne disais rien. Parfois, j'étais intriguée, je pensais. Pourquoi toujours la page 47 ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette page ? Mais je n'ai jamais eu le courage de demander. Il était un homme si réservé, si fermé avec ses sentiments, que j'avais peur d'envahir son espace. J'avais peur qu'il pense que j'étais indiscrète. Avec le temps, ça a fait partie de notre routine. Je m'y attendais déjà. Quand je voyais qu'il approchait de la fin d'un livre, je savais déjà. Dans peu de temps, il va arracher la page 47. Et c'était exactement ce qui se passait. Comme une horloge, toujours la même page, toujours le même soin pour l'arracher, toujours rangée dans la poche du pantalon ou du veston. J'essayais d'aborder le sujet de manière subtile parfois. Une fois en 1967, j'ai commenté « Robert, tu lis tellement. Tu dois avoir beaucoup de pages gardées quelque part, non ?» Il a juste souri du coin de la bouche et a dit « Oui, j'en ai quelques-unes. » Et il n'a rien dit de plus. Il a changé de sujet, m'a demandé si je voulais aller au cinéma samedi et j'ai laissé tomber. La vie continuait. Nous étions heureux dans la mesure du possible. Robert continuait à travailler au bureau. Je continuais à coudre à la maison pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Nous n'avons pas eu d'enfants. Nous avons essayé pendant des années, mais ça n'est jamais venu. Je pense que c'était la volonté de Dieu, comme ma mère disait. Mais j'avoue que ça me rendait triste. Je voyais toutes ces femmes avec un gros ventre, avec des bébés dans les bras, et moi là, vide. Robert ne s'est jamais plaint, ne m'a jamais rien reproché. Il disait « Marie, nous avons l'un l'autre. C'est déjà plus que ce que beaucoup de gens ont dans la vie. » Et je le croyais, mais il y avait quelque chose en lui, une ombre, quelque chose qu'il portait et qu'il ne partageait jamais complètement avec moi. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit et il était assis au bord du lit, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Quand je demandais si tout allait bien, il disait seulement « Oui, mon amour, rendors-toi ». Mais je savais que non, je le sentais. Et ces pages continuaient d'être arrachées. Page 47. Toujours la page 47. En 1970, nous avons déménagé dans une maison un peu plus grande, rue Saint-Pierre, numéro 15. 3 chambres, un salon plus spacieux, un petit jardin derrière où j'ai planté des rosiers. Robert a aménagé un petit bureau dans l'une des chambres supplémentaires où il gardait tous ses livres. L'étagère était déjà pleine, des dizaines et des dizaines de livres, et je savais que dans chacun de ces livres, la page 47 manquait. Une fois, en 1972, j'étais en train de nettoyer l'armoire et j'ai trouvé une boîte à chaussures en haut de son placard. C'était une vieille boîte de chaussures pour hommes, de la marque qu'il utilisait. J'étais curieuse. J'ai secoué la boîte et j'ai entendu le son de papier à l'intérieur. Beaucoup de papier. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pensé, ce sont les pages, elles sont toutes là. Mais je n'ai pas ouvert. Je vous jure que je n'ai pas ouvert. J'ai eu peur. Peur de quoi ? Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai eu peur. J'ai remis la boîte à sa place et je n'ai plus jamais touché au sujet. Les années passaient. 1973, 1974, 1975. La vie suivait son cours.
Robert continuait à lire, continuait à arracher les pages, continuait à les garder, et je continuais à me taire. Parfois, quand il sortait pour travailler, j'allais dans son bureau et je regardais tous ses livres sur l'étagère. J'en prenais un, je l'ouvrais à la page 47 et elle n'était pas là. Juste un petit trou où elle avait été arrachée, un vide au milieu du livre. Et je fermais le livre et je le remettais en place, sentant un poids dans la poitrine que je ne pouvais pas expliquer. Il y a eu une période, en 1976, où il était plus silencieux que d'habitude, plus distant. Il restait plus longtemps au bureau après le travail. Il rentrait tard à la maison, fatigué, avec de profondes cernes sous les yeux. Je demandais si tout allait bien au travail, s'il y avait un problème, et il disait seulement « Non, tout va bien, Marie, juste beaucoup de travail. » Mais je savais que ce n'était pas seulement ça. Une nuit, en décembre 1976, il était particulièrement abattu. Nous avions dîné en silence. Il avait à peine touché à sa nourriture. Après le dîner, il est allé dans le bureau et y est resté jusqu'à tard. Je suis allé me coucher seul, comme ça avait été le cas plusieurs nuits cette année-là, mais cette fois, je me suis réveillée vers 3 heures du matin et j'ai remarqué qu'il n'était pas venu se coucher. Je me suis levée, j'ai mis mon peignoir et je suis allée jusqu'au bureau. La porte était entr'ouverte. J'ai regardé par l'entrebâillement et je l'ai vu assis sur la chaise, la tête entre les mains, tenant une des pages 47. Il pleurait en silence, mais il pleurait. Les larmes coulèrent sur son visage, tombaient sur la page qu'il tenait. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Je voulais entrer, le serrer dans mes bras, lui demander ce qui se passait, mais je ne pouvais pas. Je suis restée paralysée là, juste à regarder. Après quelques minutes, il a essuyé son visage avec le dos de la main, a rangé la page dans un tiroir et a éteint la lumière du bureau. Je suis retournée en courant dans la chambre avant qu'il ne me voie éveillée. Cette image ne m'a plus jamais quittée. Lui pleurant seul au milieu de la nuit, tenant cette page comme si c'était la chose la plus importante au monde. Je savais qu'il avait un secret, un grand secret, quelque chose qu'il portait seul et qui le consumait de l'intérieur. Mais j'ai continué à ne pas demander, par peur, par respect ou peut-être par lâcheté, je ne sais pas. Et puis est arrivé 1979, janvier 1979, un mois qui a changé ma vie pour toujours. Il faisait une chaleur insupportable cet été-là. Robert était plus silencieux que jamais. Il avait eu 44 ans en décembre 1978 et moi 35. Nous étions mariés depuis 15 ans. 15 ans de mariage. 15 ans de cette étrange manie. 15 ans de pages arrachées. Le 23 janvier 1979, un mardi, Robert est parti travailler, comme toujours, m'a embrassé sur le front, a dit « À tout à l'heure, mon amour ». Et il est parti. Il était 7 heures du matin. Je suis restée à la maison à coudre une jupe pour Madame Lourdes, une cliente de longue date. La journée s'est écoulée lentement, comme toujours. J'ai préparé le déjeuner, j'ai mangé seule, j'ai continué à coudre l'après-midi. Quand 5h30 est arrivé, j'attendais déjà qu'il rentre pour dîner, mais il n'est pas arrivé. 6h, rien. 6h30, rien. 7h, et j'étais déjà inquiète. Robert était ponctuel, il arrivait toujours entre 6 et 6h30. À 7h30 du soir, on a frappé à ma porte. C'était Monsieur Charles, son collègue de travail. Le visage de Monsieur Charles était blanc, les yeux rouges. Mon cœur s'est glacé immédiatement. Madame Marie, il s'est passé quelque chose. Robert, il s'est senti mal au bureau cet après-midi. Nous avons appelé l'ambulance, mais il n'y a pas eu le temps. C'était le cœur, Madame Marie. Ça l'a été très rapide. Il n'a pas souffert. Le monde s'est effondré à ce moment-là. Je me suis effondrée. Je suis tombée à genoux là, à la porte de la maison, sans pouvoir respirer, sans pouvoir comprendre. Robert mort? Ce n'était pas possible. Il avait 44 ans. Il était fort. Il était en bonne santé. Comment ça, le cœur? Les funérailles ont eu lieu le lendemain, l'enterrement le 25. J'étais en état de choc. Je ne pouvais pas pleurer, je ne pouvais pas ressentir. C'était comme si je flottais, voyant tout de l'extérieur. Mes parents étaient là. Mes frères et sœurs, ses amis, ses collègues de travail, tout le monde me présentant ses condoléances, me serrant dans leurs bras, disant qu'ils étaient désolés. Mais je n'étais pas là. J'étais vide.
Après l'enterrement, je suis rentrée seule à la maison. Je suis entrée dans cette maison qui avait été la nôtre pendant 15 ans et qui maintenant était seulement la mienne. Le silence était assourdissant. Je suis allée dans la chambre, je me suis allongée sur le lit, et ce n'est qu'alors que les larmes sont venues. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré jusqu'à ce que tout mon corps me fasse mal. J'ai passé des jours comme ça, sans manger correctement, sans dormir correctement. La maison était pleine de ses affaires, les vêtements dans l'armoire, les chaussures alignées, la brosse à dents dans la salle de bain et dans le bureau tous ces livres, ces maudits livres. C'était une semaine après l'enterrement, début février 1979, que j'ai décidé de ranger ces affaires. J'avais besoin de faire quelque chose pour occuper mon esprit, pour ne pas devenir folle de tristesse et de solitude. J'ai commencé par l'armoire. J'ai trié les vêtements que j'allais donner, ceux que j'allais garder en souvenir. Et puis j'ai regardé en haut de l'armoire et j'ai vu cette boîte à chaussures, la boîte que j'avais vue des années auparavant et que je n'avais jamais ouverte. Ma main a tremblé quand je l'ai prise. Elle était lourde, très lourde. Je me suis assise sur le lit et j'ai posé la boîte sur mes genoux. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai ouverte. Et là-dedans, il y en avait. Des centaines. Des centaines de pages 47. Toutes soigneusement pliées, organisées, gardées. Pages et pages et pages. 15 ans de pages arrachées, toutes là dans cette boîte. Mes mains tremblaient. J'ai pris une des pages et je l'ai dépliée. Et c'est là que j'ai vu. Au dos de la page, de l'écriture de Robert, petite et tremblante, était écrit « Anne-Claire ». Je suis restée à regarder ce nom sans comprendre. Anne-Claire. Qui était Anne-Claire? Je n'avais jamais entendu Robert prononcer ce nom. En 15 ans de mariage. Jamais, pas une seule fois, mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai pris une autre page de la boîte, je l'ai dépliée, je l'ai retournée, et là, c'était écrit à nouveau « Rue des Acacias ». J'en ai pris une autre. 47. Seulement le numéro 47, grand, entouré plusieurs fois au stylo. Une autre page. 1962. Encore une. J'ai vu. Ma respiration s'était accélérée, mes mains transpiraient. J'ai commencé à prendre les pages plus rapidement, l'une après l'autre, lisant ce qui était écrit sur chacune. Certaines n'avaient qu'un mot, d'autres avaient de courtes phrases, certaines avaient des dates. J'ai vidé toutes les pages sur le lit. Des centaines d'entre elles se sont répandues sur le matelas, tombant par terre, et moi, là, au milieu de cette mer de papier, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était pas un suicide. Cette phrase m'a glacée. Elle était écrite sur une page de 1968. Je pouvais voir à la date qu'il avait notée dans le coin. Je l'ai prise à deux mains et je l'ai relue. Ce n'était pas un suicide. Qu'est-ce qui n'était pas un suicide? Qui? Anne-Claire? Je me suis levée du lit et je suis allée à la cuisine chercher un verre d'eau. Mes jambes tremblaient. J'ai bu toute l'eau d'un trait. J'ai respiré profondément plusieurs fois et je suis retournée dans la chambre. Je devais organiser ça, je devais comprendre. Je me suis assise par terre, adossée au lit, et j'ai commencé à trier les pages par date. Robert avait écrit la date sur presque toutes, dans le petit coin inférieur. Certaines dataient de 1964, juste après notre mariage. D'autres de 1965, 1966, continuant année après année jusqu'en 1978, quelques mois avant sa mort. J'ai commencé par la plus ancienne. La première page qu'il avait arrachée et sur laquelle il avait écrit quelque chose devait dater d'août 1964, 3 mois après notre mariage. Au dos était seulement écrit « Je n'arrive pas à oublier ». Rien de plus, juste ça. La suivante de septembre 1964. Anne-Claire, pardonne-moi. Une autre d'octobre. J'aurais dû faire quelque chose. Novembre. Rue des Acacias, 47. Chaque page était comme un morceau d'une conversation qu'il avait avec lui-même ou avec cette Anne-Claire. Une conversation qui avait duré 15 ans, cachée dans des pages de livres, gardée dans une boîte à chaussures en haut de l'armoire. Une conversation dont je n'ai jamais su qu'elle existait. Je suis restée éveillée toute la nuit, assise par terre dans cette chambre, lisant et relisant chaque page, essayant d'assembler l'histoire dans ma tête. Le soleil se levait quand j'ai finalement réussi à assembler les principales pièces.
Et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur d'une manière que même sa mort n'avait pas réussi à faire. Anne-Claire avait été la fiancée de Robert avant moi. En 1962, ils allaient se marier. Elle est morte une semaine avant le mariage, dans la maison où ils devaient vivre ensemble, rue des Acacias, numéro 47. Le décès avait été enregistré comme un suicide, mais Robert n'y a jamais cru. Il pensait que c'était autre chose, quelque chose qu'il avait vu, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de dire à personne. Je me suis assise là par terre avec toutes ces pages éparpillées autour de moi et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Anne-Claire que je n'ai jamais connue. J'ai pleuré pour Robert, qui a porté ce poids seul pendant toutes ces années. Et j'ai pleuré pour moi, pour l'épouse qui a vécu 15 ans aux côtés d'un homme qui n'a jamais pu se libérer complètement du passé. Les larmes tombaient sur mes genoux, mouillaient les pages que je tenais. Je me sentais trahi, mais en même temps je ressentais une immense pitié. Comme ça a dû être difficile pour lui de m'épouser en portant cette douleur, cette culpabilité, ce secret. Toutes ces nuits où je me réveillais et il regardait par la fenêtre, il pensait à elle. Toutes ces fois où je le voyais triste, distant, c'était à cause d'elle. Mais il y avait plus. Ce n'était pas seulement le deuil, ce n'était pas seulement le manque, il y avait quelque chose de plus sombre dans cette histoire. Dans les pages les plus récentes de 1977 et 1978, les messages devenaient de plus en plus désespérés, plus confus, plus effrayants. Je sais qui c'était. J'ai peur de parler. Si je le dis, ils me tueront aussi. La maison est toujours debout. Les réponses sont là-bas. Mon Dieu, qu'était-il arrivé dans cette maison? Qui avait tué Anne-Claire? Et pourquoi Robert avait-il si peur? De qui avait-il peur? J'ai passé la journée du samedi 3 février 1979 à mieux organiser toutes les pages. Je les ai mises dans l'ordre chronologique sur la table du salon. C'était comme assembler un puzzle géant, mais au lieu d'une image, c'était une histoire terrible. J'ai pris des notes dans un cahier. J'ai connecté les informations, créant une chronologie. Robert avait rencontré Anne-Claire en 1960. Elle avait 19 ans, il avait 25 ans. Ils sont tombés amoureux, se sont fiancés en 1961. Ils ont acheté une vieille maison, rue des Acacias, numéro 47, pour la rénover et y vivre après le mariage. Le mariage était prévu pour le 15 septembre 1962. Le 8 septembre 1962, une semaine avant, Anne-Claire a été retrouvée morte dans cette maison, pendue à une poutre du plafond. La police a enquêté, a conclu que c'était un suicide, a fermé le dossier. Robert a été détruit. Il est resté 2 ans seul, en dépression profonde, sans pouvoir continuer sa vie, jusqu'à ce qu'il me rencontre en 1963 et qu'il essaie petit à petit de se reconstruire. Mais il n'a jamais cru à la version du suicide et d'après ses notes, il avait une raison pour cela. Sur une page de 1966, il avait écrit « Je suis arrivé là-bas plus tôt ce jour-là, j'ai vu une voiture partir, une voiture noire. Je ne l'ai pas dit à la police parce que j'avais peur. J'ai encore peur. » Une autre page de 1970. « Il était trop important. Personne n'allait me croire. Ils allaient dire que j'étais fou de douleur. » Et la plus effrayante de 1976, « Il m'a vu aux funérailles. Il m'a regardé comme un avertissement. J'ai compris le message. Silence ou mort. » Mon Dieu. Robert avait vu quelqu'un sortir de la maison le jour où Anne-Claire est morte. Quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui lui a fait avoir peur de dire la vérité pendant 16 ans. Et cette personne l'avait menacé d'une certaine manière aux funérailles d'Anne-Claire elle-même. Je me suis levée de la table et je suis allée jusqu'à la fenêtre du salon. J'ai regardé la rue vide dehors. C'était midi, un samedi chaud de février. Les maisons des voisins étaient silencieuses. Les gens devaient être en train de déjeuner, de faire la sieste. Tout semblait si normal, si paisible. Mais là, à l'intérieur de ma maison, je découvrais que mon mari avait gardé un secret qui aurait pu lui coûter la vie, et peut-être que ça l'avait fait. Est-ce que sa crise cardiaque était vraiment naturelle? Ou pas? Je ne pouvais pas penser comme ça. Je devenais paranoïaque. Je suis retournée à la table et j'ai continué à lire les pages. Il y en avait une de 1973 qui disait « Je dois y retourner, je dois chercher, mais je ne peux pas.
Chaque fois que je passe près de cette rue, mon corps se bloque. Une autre de 1975. La maison est abandonnée depuis des années. Personne ne veut y vivre. Ils disent qu'elle est hantée. Je sais que ce ne sont pas des fantômes, c'est la culpabilité. C'est du sang innocent qui crie justice. Et puis, j'ai trouvé la page qui a tout changé. C'était l'une des dernières, de novembre 1978, 2 mois avant sa mort. Sur celle-ci, Robert avait écrit plus que sur les autres. L'écriture était tremblante, pressée, comme s'il avait écrit avec urgence, avec désespoir. « Marie, si tu lis ceci, c'est parce que je suis déjà mort. Pardonne ma lâcheté de ne pas te l'avoir dit de mon vivant. Je n'ai pas eu la force, mais j'ai besoin que tu saches la vérité. Anne-Claire ne s'est pas suicidée. J'ai vu qui était là. J'ai vu la voiture partir en trombe. Quand je suis entrée dans la maison, je l'ai trouvée. Elle était encore chaude. Ça venait juste de se passer. Mais j'ai eu peur. C'était le maire de la ville. Personne n'allait me croire. On allait dire que je mentais pour me dégager de tout soupçon. Alors, je me suis tue et ce silence m'a tué de l'intérieur tous ces jours. La vérité est dans la maison, dans la cave. Je n'ai jamais eu le courage d'y descendre, mais je sais que c'est là qu'est la preuve. Marie, n'y va pas seule, c'est dangereux. Mais si tu y vas, sache que je t'ai aimée. Tu as été ma lumière après les ténèbres. Ne laisse pas ma lâcheté salir la mémoire de notre amour. Robert. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je lisais cette lettre. Ce n'était même pas une lettre. C'était un morceau de papier arraché d'un livre avec une confession qu'il n'avait jamais eu le courage de faire de son vivant. Il savait. Il avait toujours su et il avait porté ça seul, avec peur, avec culpabilité, jusqu'au jour de sa mort. Le maire de la ville en 1962. J'ai essayé de me souvenir qui c'était. J'avais 18 ans à cette époque. Je ne prêtais pas beaucoup d'attention à la politique. Mais mon père, oui. Mon père parlait toujours de politique dans les conversations du dimanche. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de chercher dans ma mémoire qui était le maire en 1962. Et puis je me suis souvenu. Le colonel Auguste Menard, un homme riche, puissant, propriétaire terrien, respecté de tous. Il avait été maire de 1961 à 1965. Après ça, il était devenu député. Il était mort en 1973 dans un accident de voiture. Je m'en souvenais parce que ça avait fait scandale. Tout le monde en avait parlé dans la ville. Lui. Robert parlait de lui. Le colonel Auguste Menard avait quelque chose à voir avec la mort d'Anne-Claire. Mais quoi? Pourquoi? Quel était le lien entre eux? Je suis allée dans le bureau de Robert et j'ai commencé à chercher dans ses livres, dans les tiroirs, n'importe où qui pourrait avoir plus d'informations. J'ai tout fouillé et dans un tiroir fermé à clé du bureau, que j'ai réussi à ouvrir avec une épingle à cheveux, j'ai trouvé une enveloppe jaunie. À l'intérieur, il y avait des coupures de journal. La première coupure datait du 10 septembre 1962. Le titre disait « Jeune fiancée trouvée morte à la veille de son mariage ». L'article racontait qu'Anne-Claire Rodrigue, 21 ans, avait été retrouvée sans vie dans la maison de la rue des Acacias, numéro 47, où elle devait vivre après le mariage avec Robert Silva. La police avait enquêté et conclu qu'il s'agissait d'un suicide par pendaison. La famille était consternée. Le fiancé, en état de choc, n'avait pas voulu donner d'interview. L'enterrement aurait lieu le lendemain au cimetière municipal. La deuxième coupure datait d'1 semaine plus tard, le 17 septembre 1962. La famille demande une nouvelle enquête sur la mort de la jeune femme. L'article disait que la famille d'Anne-Claire n'acceptait pas la version du suicide et demandait à la police de rouvrir les investigations. Ils alléguaient qu'Anne-Claire était heureuse, enthousiaste pour le mariage, qu'elle n'avait aucune raison de se suicider. Mais la police avait maintenu sa conclusion initiale. Affaire classée. Et la troisième coupure, celle-là m'a coupé le souffle. Elle datait du 20 septembre 1962. Le maire Auguste Menard nie toute implication dans l'enquête. L'article était court, mais disait que des rumeurs dans la ville suggéraient que le maire aurait fait pression sur la police pour clore le dossier rapidement. Le maire niait véhémentement, disait que c'était des diffamations d'adversaires politiques, qu'il ne connaissait même pas la victime personnellement.
des procès pour calomnie seraient intentés contre ceux qui répandraient de tels mensonges. Alors c'était vrai. Il y avait eu une pression politique sur le dossier. Le maire avait fait fermer l'enquête. Pourquoi? Qu'avait-il à cacher? Quel était son lien avec Anne-Claire? J'ai passé tout le dimanche à chercher, à penser, à essayer d'assembler le puzzle. J'ai appelé ma sœur Thérèse, qui était plus âgée que moi et se souvenait mieux des choses de l'époque. J'ai demandé si elle se souvenait du cas d'Anne-Claire Rodrigue en 1962. « Je m'en souviens, oui », a-t-elle dit. C'était très triste. Toute la famille était dévastée. Sa mère, Madame Conception, disait jusqu'à la fin de sa vie que sa fille ne s'était pas suicidée, mais personne n'a écouté. La police a classé le dossier et c'est tout. « Pourquoi tu me demandes ça, Marie ?» Je ne lui ai pas dit. J'ai dit que c'était juste par curiosité, que je m'étais souvenu du cas pour une raison quelconque. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée à réfléchir. La mère d'Anne-Claire. Était-elle encore en vie? Si elle l'était, quel âge aurait-elle maintenant? Anne-Claire était morte à 21 ans en 1962. Si sa mère avait, disons, 45 ans à cette époque, maintenant en 1979, elle aurait 62 ans. C'était possible qu'elle soit encore en vie. Le lundi 5 février, je suis allée au bureau du cadastre de la ville. J'ai demandé à consulter les registres de décès. Je voulais savoir si Madame Conception Rodrigue était encore en vie. La jeune fille du cadastre m'a aidée à chercher, et nous avons découvert que oui, elle était vivante, vivant dans une petite maison dans la périphérie de la ville, dans le quartier Sainte-Rita. Mon cœur s'est emballé. Je devais lui parler. Je devais savoir ce qu'elle savait. Mais comment arriver et parler de sa fille morte il y a 17 ans? Comment expliquer pourquoi je m'intéressais à ça? J'ai passé le mardi à réfléchir, à planifier ce que j'allais dire. Le mercredi 7 février, j'ai pris mon courage. J'ai pris un bus jusqu'au quartier Sainte-Rita. C'était loin, presque 1 heure de trajet. Je suis descendue sur la petite place principale du quartier et j'ai demandé à un monsieur où se trouvait la maison de Madame Conception Rodrigue. Il a pointé vers une petite rue étroite, 3e maison à gauche, la petite maison jaune avec une clôture en bois. Mais Madame Conception ne reçoit pas beaucoup de visites, non. Elle est un peu recluse, la pauvre. Elle ne s'est jamais remise de la mort de sa fille, paraît-il. J'ai remercié et j'ai marché jusque-là. La maison était simple, petite, avec de la peinture écaillée. J'ai frappé à la porte. Ça a pris un moment, mais elle a ouvert. C'était une petite dame âgée, maigre, les cheveux tout blancs attachés en chignon, les yeux enfoncés, fatiguée, mais qui brillait encore d'une certaine vie. « Bonjour, vous êtes Madame Conception ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. « Oui. Que désirez-vous, mademoiselle ?»« Je m'appelle Marie-Hélène. Je dois vous parler d'Anne-Claire. » Sa réaction fut immédiate. Ses yeux se sont écarquillés, sa main est allée à sa poitrine, et, pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait s'évanouir. Je l'ai tenue par le bras. « Calmez-vous, Madame Conception. Je ne suis pas venue pour vous faire du mal. Je dois connaître la vérité sur ce qui est arrivé à votre fille. » Elle m'a regardée avec un mélange de méfiance et d'espoir. Après quelques secondes qui ont semblé éternelles, elle a ouvert la porte plus grande et m'a invitée à entrer. La maison était sombre, sentait le moisi et la solitude. Il y avait des photos d'Anne-Claire partout, sur le mur, sur la petite table du salon, sur le buffet. Une belle fille, aux longs cheveux et au doux sourire. Nous nous sommes assises sur le vieux canapé du salon. Madame Conception tremblait. J'ai pris sa main et j'ai tout raconté. J'ai raconté que j'étais la veuve de Robert Silva, le fiancé d'Anne-Claire. J'ai raconté les pages arrachées, les messages écrits, sa confession. J'ai raconté qu'il avait vu quelqu'un sortir de la maison le jour de la mort, et j'ai raconté que cette personne était le colonel Auguste Menard. Quand j'ai fini de parler, Madame Conception pleurait en silence. Les larmes coulaient sur son visage ridé, tombaient sur ses genoux. Elle a serré ma main fort. « Je l'ai toujours su », a-t-elle chuchoté. « J'ai toujours su que ma petite ne s'était pas suicidée. Elle était trop heureuse. Elle était radieuse pour le mariage. Elle n'avait aucune raison de faire ça. Mais personne ne me croyait. Il disait que j'étais dans le déni, que je ne voulais pas accepter la vérité.
Mais je savais. Une mère sait. Vous savez pourquoi le colonel Auguste Menard aurait fait ça ? Ai-je demandé avec peur de la réponse. Madame Conception a lâché ma main et s'est levée du canapé. Elle est allée vers une vieille armoire dans le coin du salon et en a sorti une boîte, une petite boîte en bois, pleine de papier jauni. Elle l'a apportée jusqu'à la petite table basse et l'a ouverte. Anne-Claire travaillait comme secrétaire à la mairie en 1962. Elle était la secrétaire particulière d'Auguste Menard. Un jour, environ 2 mois avant de mourir, elle est rentrée à la maison effrayée. Elle a dit qu'elle avait vu des choses dans son bureau, des documents, des preuves de détournement d'argent public, beaucoup d'argent. Elle a fait des copies en cachette et les a gardées. Elle a dit qu'elle allait les dénoncer après le mariage, quand elle serait plus en sécurité, protégée par son mari. Mais elle n'a jamais fait cette dénonciation. Mon Dieu, Anne-Claire allait dénoncer le maire pour corruption et il l'a découvert et l'a tué pour la faire taire. Les copies qu'elle a faites, vous les avez encore ? Ai-je demandé presque sans voix. Madame Conception a secoué la tête. Non, elle les gardait dans un endroit secret. Elle a dit que c'était dans la maison de la rue des Acacias, dans la cave. Mais après sa mort, quand je suis allée chercher, je n'ai rien trouvé. La police avait déjà tout retourné. J'ai pensé que peut-être il les avait emportés, ou peut-être que l'assassin les avait trouvés avant. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ces copies. La cave. Robert avait écrit dans la lettre que la vérité était dans la cave. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que c'était là qu'Anne-Claire avait caché les preuves. Je suis restée encore 1 heure à parler avec Madame Conception. Elle m'a montré des photos d'Anne-Claire, m'a raconté des histoires sur elle, a beaucoup pleuré. Quand je lui ai dit au revoir, elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Merci d'être venue, merci de m'avoir écoutée. Pendant 17 ans, j'ai cru que je devenais folle. Mais maintenant, je sais que non. Ma fille a été assassinée et je vais mourir en sachant la vérité, même si c'est trop tard pour faire justice. » Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là avec le cœur lourd, mais avec une certitude absolue. Je devais aller dans cette maison. Je devais aller rue des Acacias, numéro 47. Je devais descendre dans cette cave et trouver ce qu'Anne-Claire avait caché. Pour elles deux, pour elle et pour Robert, pour les 2 qui sont morts en portant ce terrible secret. J'ai passé 2 jours à me préparer mentalement pour aller dans cette maison. 2 jours à regarder les pages éparpillées sur la table du salon, à relire la lettre de Robert, à penser à Anne-Claire, à tout ce qui s'était passé il y a 17 ans. Je savais que je devais y aller, mais la peur était plus grande que le courage. Le vendredi 9 février 1979, je me suis réveillée décidée. Je ne pouvais plus reporter. J'ai pris mon café, j'ai mis un pantalon long et une chemise à manches longues, j'ai pris une vieille lampe de poche que j'avais dans le placard de la cuisine, je l'ai mise dans un sac avec des allumettes et je suis sortie de la maison. Il était 9 heures du matin. Le soleil était déjà fort. La chaleur typique de février était déjà accablante. J'ai pris le bus qui allait au centre-ville. La rue des Acacias était dans un quartier plus éloigné, près de là où se trouvait l'ancien abattoir municipal. Un endroit qui avait été bien dans les années 50, mais qui avait été abandonné quand la mairie avait déplacé l'abattoir dans les années 60. Les gens en étaient répartis peu à peu. Aujourd'hui, c'était une zone presque déserte, avec de vieilles maisons, certaines occupées par des familles pauvres, d'autres complètement abandonnées. Je suis descendue du bus au coin de la rue Saint-Jean et j'ai marché environ 5 pâtés de maisons jusqu'à arriver rue des Acacias. La rue était vide, il n'y avait personne. Les maisons qui avaient encore des gens étaient peu nombreuses et les fenêtres étaient toutes fermées. Le silence était pesant, seulement brisé par le son de mes pas sur l'asphalte fissuré et le chant d'un oiseau lointain. Je marchais lentement, lisant les numéros des maisons. 31, 35, 39, 43. Et puis je l'ai vu. Numéro 47. Mon cœur s'est emballé. Je me suis arrêtée sur le trottoir en face et je suis restée là juste à regarder. C'était une vieille grande maison de 2 étages avec une architecture des années 40. La peinture avait complètement pelé. Les murs étaient gris de saleté et de temps. Les fenêtres avaient été condamnées avec des planches de bois. Le portail en fer était rouillé, à moitié tombé. Le jardin de devant était une brousse. Des herbes folles jusqu'à la taille, pleines de détritus que les gens jetaient là. Il y avait une mauvaise odeur qui venait de là, un mélange d'égout, de moisi et d'abandon.
J'ai regardé autour, personne dans la rue. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé le portail. Il a grincé fort, un son qui a coupé le silence et m'a glacé pendant 1 seconde, mais le portail s'est ouvert. Je suis entrée dans le jardin. Les herbes folles frottaient contre mes jambes pendant que je marchais jusqu'à la porte d'entrée. La porte était entr'ouverte. Quelqu'un avait cassé la serrure il y a longtemps. On pouvait voir qu'elle était cassée. J'ai poussé la porte avec précaution et elle s'est ouverte avec un long gémissement des gonds rouillés. Une odeur horrible est sortie de l'intérieur. Odeur de moisi, d'excréments de rats, de choses pourries. J'ai porté ma main à mon nez et j'ai fait un pas à l'intérieur. Le salon était sombre. La peu de lumière qui entrait venait de la porte ouverte derrière moi et de quelques fentes entre les planches des fenêtres. J'ai pu voir que l'endroit avait été pillé. Il n'y avait aucun meuble, seulement des gravats par terre, des bouteilles de boissons vides, des boîtes de conserve écrasées, de vieux papiers. Les murs avaient des graffitis, des gros mots écrits à la bombe aérosol. Dans le coin du salon, il y avait un vieux matelas, sale, déchiré. Des sans-abri devaient utiliser cet endroit parfois. Je suis restée là à l'entrée, laissant mes yeux s'habituer à l'obscurité. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans ma tête. J'ai pensé à Robert marchant sur ce même sol il y a 17 ans. J'ai pensé à Anne-Claire ici, morte, se balançant à cette poutre. J'ai regardé le plafond du salon et j'ai vu les vieilles poutres en bois. Laquelle était-ce? À laquelle avait-elle été retrouvée? J'ai secoué la tête en essayant de chasser ces pensées. Je n'étais pas venue ici pour imaginer des horreurs. J'étais venue chercher la cave, chercher les preuves qu'Anne-Claire avait cachées. J'ai traversé le salon avec précaution, évitant les détritus par terre. Je suis passée par un couloir étroit. Il y avait un escalier vers le 2e étage sur la droite, mais ce n'était pas là que j'allais. J'ai continué à suivre le couloir jusqu'à arriver dans la cuisine. La cuisine était un désastre. L'évier était cassé. La vieille cuisinière avait été arrachée. Seules restaient les marques sur le mur. Le sol était couvert d'excréments de pigeons et de rats. J'ai dû marcher très prudemment. Et puis j'ai vu. Dans le coin de la cuisine, à moitié cachée derrière des gravats, il y avait une trappe dans le sol, une petite porte en bois vieux, horizontale, avec un anneau en métal pour la tirer. La cave. Je me suis approchée lentement, j'ai sorti la lampe de poche de mon sac, je l'ai allumée et je l'ai pointée vers la trappe. Il y avait de la poussière accumulée dessus, de la saleté, mais on pouvait voir que quelqu'un avait ouvert ça il y a très longtemps. Les marques dans la poussière étaient vieilles. Je me suis baissée, j'ai saisi l'anneau en métal et j'ai tiré. La trappe était lourde, mais j'ai réussi à la soulever. Elle s'est ouverte avec un grincement fort et un nuage de poussière est monté. J'ai eu une quinte de toux, j'ai détourné le visage, j'ai attendu que la poussière retombe. Quand j'ai pu respirer à nouveau, j'ai pointé la lampe de poche à l'intérieur. C'était un escalier en bois qui descendait dans l'obscurité. Les marches semblaient pourries, fragiles. On ne pouvait pas voir le fond. La lampe de poche n'éclairait que les premières marches. Après, c'était seulement l'obscurité complète. Et une odeur encore pire montait de là. Odeur de terre humide, de choses mortes, d'endroits qui ne voient pas le soleil depuis des décennies. Je suis restée là, debout, regardant ce trou noir, et la peur s'est emparée de moi. Je ne pouvais pas bouger. Et si l'escalier cassait? Et si je tombais là en bas et que personne ne me trouvait? J'étais seule. Personne ne savait que j'étais venue ici. Si quelque chose m'arrivait, j'allais mourir ici, comme Anne-Claire était morte, seule, dans le noir. Mais alors j'ai pensé à Robert. J'ai pensé à comment il avait porté ce poids seul pendant si longtemps. J'ai pensé à comment il n'avait jamais eu le courage de descendre dans cette cave et comment ça l'avait consumé de l'intérieur jusqu'au jour de sa mort. Et j'ai pensé à Anne-Claire, une fille de 21 ans qui avait été assassinée pour avoir voulu faire la bonne chose, pour avoir voulu dénoncer un homme corrompu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai récité un « Je vous salue Marie » à voix basse et j'ai commencé à descendre. La première marche a gémi sous mon pied, mais elle a tenu. La deuxième aussi. Je descendais lentement, testant chaque marche avant d'y mettre tout mon poids. L'escalier avait environ 12, 13 marches. Avec ma main libre,
Je tenais le mur de terre compacté sur le côté, essayant de garder mon équilibre. La lampe de poche dans l'autre main éclairait le chemin. Quand j'ai finalement posé le pied sur le sol de la cave, un frisson m'a parcouru l'échine. Le plafond était bas. Je touchais presque le plafond avec ma tête. Le sol était en terre battue, humide. Les murs aussi étaient en terre, avec quelques poutres en bois donnant du soutien. L'endroit était petit, environ 3 mètres sur 4, et était vide, complètement vide. J'ai pointé la lampe de poche dans tous les coins. Rien, seulement de la terre, de l'humidité et des toiles d'araignée partout. J'ai senti le découragement me frapper. J'étais venu jusqu'ici pour rien. Les preuves n'étaient bon plus là. Quelqu'un les avait trouvées et emportées. Mais alors je me suis souvenu de ce que Madame Conception avait dit. Anne-Claire était intelligente. Elle n'allait pas laisser les preuves dans un endroit évident, elle allait bien les cacher. J'ai commencé à examiner les murs avec plus d'attention. J'ai passé ma main sur la terre humide, cherchant quelque chose de différent. Un trou, une marque. Dans le coin du fond, la terre semblait plus meuble. Il y avait une petite dépression dans le mur, comme si quelqu'un avait creusé là et l'avait rebouché après. Mon cœur s'est accéléré. J'ai posé la lampe de poche par terre, pointé vers cet endroit et j'ai commencé à creuser avec mes mains. La terre était molle, humide, sortait facilement. J'ai creusé, creusé, creusé. Mes ongles sont devenus noirs, mes mains sales jusqu'aux poignets. Et puis j'ai senti quelque chose de dur, quelque chose qui n'était pas de la terre. J'ai creusé plus vite, enlevant la terre autour. C'était une boîte, une vieille boîte à biscuits, de celles que les gens utilisaient pour garder des choses autrefois. Elle était rouillée, couverte de terre, mais encore fermée. Je l'ai sortie du trou dans le mur et je l'ai tenue à 2 mains, tremblant. Elle était lourde. Il y avait quelque chose à l'intérieur. J'ai pris la lampe de poche du sol, je me suis assise dans la terre humide et j'ai essayé d'ouvrir la boîte. Le couvercle était coincé par la rouille. J'ai forcé jusqu'à ce qu'il cède avec un claquement. J'ai ouvert la boîte et j'ai pointé la lampe de poche à l'intérieur. Des documents. Plusieurs documents enroulés, protégés par un plastique épais. Des papiers jaunis par le temps, mais encore lisibles. Je les ai sortis de la boîte avec précaution et j'ai commencé à les dérouler. C'étaient des factures, des reçus, des preuves de paiement, tout au nom de la mairie municipale et tous signés par le colonel Auguste Menard. C'étaient des achats de matériaux de construction surfacturés, des paiements à des entreprises fantômes, du détournement de fonds publics, des milliers de francs, des montants énormes pour l'époque. Anne-Claire avait recueilli des preuves de tout. Chaque document avait ses annotations au crayon dans les marges, expliquant l'irrégularité, calculant les montants détournés. Elle avait fait un travail méticuleux, avait découvert un système gigantesque de corruption et était morte pour ça. Je suis restée assise là par terre dans cette cave sombre et humide, tenant ces vieux papiers, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Anne-Claire, pour la vie qu'elle n'a pas vécue, pour le mariage qui n'a jamais eu lieu, pour les enfants qu'elle n'a jamais eus. J'ai pleuré pour Robert, qui a porté la culpabilité de ne pas l'avoir sauvé, la culpabilité d'être resté silencieux toutes ces années. Et j'ai pleuré pour moi-même, pour avoir vécu 15 ans sans savoir que l'homme que j'aimais était tourmenté de l'intérieur, souffrant seul, portant un poids qui n'était pas le sien à porter. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Ça a dû être environ 15-20 minutes. Quand je me suis finalement ressaisie, j'ai essuyé les larmes avec le dos de ma main sale de terre. J'ai remis les documents dans la boîte, je l'ai fermée et je me suis levée. Je suis remontée l'escalier prudemment, tenant la boîte sous le bras et la lampe de poche dans l'autre main. Quand je suis arrivée en haut dans la cuisine, la lumière du jour m'a aveuglée pendant 1 seconde. J'ai fermé la trappe, j'ai traversé la maison rapidement et je suis sortie par la porte d'entrée. L'air frais dehors, même avec la chaleur, semblait nettoyer mes poumons après avoir respiré cet air pourri de la cave. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai traversé le jardin d'herbes folles, je suis sortie par le portail et je suis retournée dans la rue. La rue était encore déserte. Personne ne m'avait vu entrer. Personne ne m'a vu sortir. J'ai commencé à marcher vers l'arrêt de bus, serrant la boîte contre mon corps. À chaque pas que je faisais, je sentais le poids de cette chose dans mes mains. Ce n'était pas seulement le poids physique de la boîte,
C'était le poids de la vérité. La vérité qu'Anne-Claire avait découverte, la vérité qui lui avait coûté la vie, la vérité qui avait tourmenté Robert jusqu'à sa mort. Dans le bus de retour à la maison, je regardais par la fenêtre, pensant à quoi faire. Le colonel Auguste Menard était mort depuis 1973. On ne pouvait plus le dénoncer, on ne pouvait plus l'envoyer en prison. Mais les preuves que j'avais dans les mains pouvaient blanchir le nom d'Anne-Claire. Elles pouvaient montrer au monde qu'elle ne s'était pas suicidée, qu'elle avait été assassinée par un homme puissant qui voulait cacher ses crimes. Mais est-ce que quelqu'un allait me croire? Est-ce qu'après 17 ans, quelqu'un allait vouloir rouvrir ce dossier? Et plus important, était-ce sûr de faire ça? Le colonel était mort, mais et les autres personnes impliquées dans le système? Et s'il y avait plus de gens? Et s'ils venaient après moi? Je suis arrivée à la maison au début de l'après-midi. J'ai caché la boîte sous le lit. J'ai pris un long bain pour enlever toute la saleté et je me suis allongée. J'étais épuisée, physiquement et émotionnellement détruite. J'ai dormi quelques heures, un sommeil lourd, plein de cauchemars, avec des maisons abandonnées, des caves sombres et des silhouettes pendues à des poutres. Je me suis réveillée quand il commençait déjà à faire sombre. Samedi soir, 10 février. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé un café, je me suis assise à la table et je suis restée à réfléchir. Je devais parler à quelqu'un, je ne pouvais pas garder ça seule. Mais à qui? J'ai pensé à appeler ma sœur Thérèse, mais elle était très peureuse, elle allait être paniquée. J'ai pensé à mon père, mais il était déjà vieux avec 72 ans. Je ne voulais pas l'inquiéter avec ces choses lourdes. Et puis, je me suis souvenue de Maître Henri. Il avait été l'avocat de la famille de Robert quand ils avaient réglé son héritage. C'était un homme sérieux, honnête, de confiance. Il avait environ 55 ans, un bureau au centre-ville. Si quelqu'un pouvait m'aider à savoir quoi faire avec ces preuves, c'était lui. Le lundi matin, 12 février, j'ai appelé son bureau et j'ai pris un rendez-vous pour cet après-midi-là. J'ai pris la boîte de dessous le lit, je l'ai mise dans un sac et je suis allée à son bureau. Il était 3 heures de l'après-midi quand je suis arrivée. La secrétaire m'a annoncé et il m'a reçue dans son bureau. « Madame Marie, quelle surprise! Comment allez-vous? Vous vous remettez encore de la perte de Robert? » « J'essaie, Maître Henri, mais c'est justement de Robert que je suis venue vous parler. Et d'autre chose, quelque chose que j'ai découvert après sa mort. » Son expression est devenue sérieuse. Il m'a offert une chaise et s'est assis derrière son bureau. J'ai tout raconté, depuis les pages arrachées jusqu'à l'excursion dans la maison abandonnée. J'ai montré les documents que j'avais trouvés dans la cave. Ils lisaient chacun avec attention, le front plissé, les lunettes sur le bout du nez. Quand il a fini, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. « Madame Marie, ceci est sérieux, très sérieux. Ces preuves montrent un système de corruption important. Si ça sort au grand jour, ça va salir la mémoire du colonel Auguste Menard et beaucoup de gens ne vont pas aimer ça. Il a encore de la famille influente dans la ville, des amis puissants. Je sais, maître, mais je ne peux pas laisser ça tranquille. Anne-Claire mérite justice. Robert mérite la paix. Et moi, je dois faire ce qui est juste. » Il m'a regardé pendant un long moment, puis a acquiescé lentement. « Je comprends et j'admire votre courage, Madame Marie. Je vais vous aider. Nous allons porter ça au parquet. Nous allons demander la réouverture de l'enquête sur la mort d'Anne-Claire Rodrigue. Avec ces preuves et avec le témoignage que vous allez donner sur ce que Robert a écrit sur les pages, je pense que nous avons une chance de réussir. Ça ne va pas être facile. Ça va prendre du temps, mais nous allons essayer. » J'ai ressenti un immense soulagement. Je n'étais plus seule dans cette affaire. J'avais quelqu'un de mon côté, quelqu'un qui comprenait la gravité de ce que j'avais découvert et qui était disposé à m'aider. Nous avons passé le reste de l'après-midi à organiser les documents, à faire des copies de tout, à préparer un rapport détaillé. Maître Henri a dit qu'il allait déposer une requête formelle la semaine suivante. Il a dit aussi que je devais me préparer à avoir mon nom exposé, à subir des pressions, à peut-être être questionné, enquêté, mais qu'il serait à mes côtés pendant tout le processus. Je suis sortie de son bureau déjà de nuit, avec le cœur plus léger, mais encore plein de peur de ce qui allait venir. Je suis rentrée chez moi, j'ai dîné un peu et je suis allée me coucher tôt.
J'étais fatiguée d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant dans ma vie, une fatigue qui venait de l'intérieur de l'âme. Mais avec la fatigue, il y avait quelque chose de différent, une sensation étrange qui m'a pris du temps à identifier. Et quand je l'ai identifiée, j'ai été surprise. C'était l'espoir. L'espoir que la vérité allait éclater. L'espoir qu'Anne-Claire allait avoir justice. L'espoir que Robert, où qu'il soit, allait enfin avoir la paix. Le mercredi 14 février 1979, Maître Henry a déposé la requête formelle au parquet, demandant la réouverture des investigations sur la mort d'Anne-Claire Rodrigue. Il m'a appelé en fin d'après-midi pour me prévenir qu'il avait tout déposé. Il a dit que maintenant c'était une question d'attente, que ces choses prenaient du temps, que le système était lent, mais qu'il avait l'espoir que le procureur prendrait l'affaire au sérieux, compte tenu des preuves que nous avions en main. Les premiers jours après ça ont été tranquilles, trop tranquilles même. Je me réveillais le matin, m'attendant à moitié à ce que quelque chose se passe, mais rien ne se passait. La vie continuait normalement. Je cousais, je nettoyais la maison, j'allais faire les courses au petit magasin du coin, tout pareil. Mais à l'intérieur, j'étais différente. Je sentais que quelque chose de grand commençait, comme quand on sent l'odeur de pluie dans l'air avant que l'orage arrive. L'orage est arrivé le lundi suivant, le 19 février. Je me suis réveillée tôt, comme toujours, j'ai préparé mon café et je suis allée chercher le journal que le garçon laissait à la porte tous les matins. J'ai ouvert le journal là même sur la véranda, encore en chemise de nuit, et j'ai failli le laisser tomber quand j'ai vu le titre en première page. Veuve demande la réouverture d'un cas de mort suspecte de 1962 et accuse l'ancien maire d'implication. Mon Dieu, c'était dans le journal, en première page, avec mon nom, avec tout. L'article racontait que moi, Marie-Hélène Silva, veuve de Robert Silva, avait présenté des preuves au parquet qu'Anne-Claire Rodrigue ne s'était pas suicidée en 1962, mais avait été assassinée et que le défunt colonel Auguste Menard pouvait être impliqué. L'article parlait des documents qui avaient été trouvés, du système de corruption, de tout. Mes jambes sont devenues molles. Je suis entrée dans la maison, j'ai fermé la porte, je me suis adossée et j'ai glissé jusqu'à m'asseoir par terre. Je tremblais. Je savais que ça allait devenir public. Maître Henry m'avait prévenu, mais je n'imaginais pas que ce serait si rapide et je n'imaginais pas que ce serait en première page du journal. Le téléphone a sonné. C'était ma sœur Thérèse, la voix affolée. « Marie, tu as vu le journal ? C'est quoi toute cette histoire ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai essayé de la calmer. J'ai dit que j'allais tout expliquer calmement, mais que je ne pouvais pas parler maintenant. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était une cousine, puis une voisine, puis une autre voisine. Tout le monde voulait savoir, posant des questions, certains me soutenant, d'autres juste curieux vraiment. J'ai décroché le téléphone et je l'ai laissé décrocher. Je ne supportais plus de parler avec personne. Je suis allée prendre un bain, m'habiller, essayer de me calmer. Quand j'ai fini, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Monsieur Armand, le voisin d'à côté. J'ai ouvert la porte juste une fente. « Madame Marie, excusez-moi de déranger, mais il y a des journalistes là au coin. Je crois qu'ils attendent ce que vous sortiez. Je voulais juste vous prévenir. » J'ai remercié et j'ai fermé la porte. Des journalistes. Bien sûr, l'article était sorti dans le journal. Maintenant, tous les autres journaux voulaient en l'histoire. Ils voulaient aussi me parler, prendre des photos, poser des questions. Je suis restée à l'intérieur de la maison toute la journée. Je ne suis pas sortie même pour chercher du pain à la boulangerie. Le lendemain, mardi, les choses ont empiré. Je me suis réveillée avec du bruit dans la rue. J'ai ouvert le rideau de la fenêtre et j'ai vu environ 5 ou 6 journalistes sur le trottoir devant la maison. Quand ils m'ont vue à la fenêtre, ils ont commencé à faire signe, à crier des questions. « Madame Marie, vous pouvez nous parler ? Vous avez peur de représailles ? Vous connaissez d'autres personnes impliquées dans le système ?» J'ai fermé le rideau rapidement. Mon cœur s'est emballé. Je ne pouvais pas sortir de la maison. J'étais prisonnière dans ma propre maison. J'ai appelé Maître Henry. Il est venu ici en fin de matinée. Il est entré par la porte de derrière pour tromper les journalistes. Nous nous sommes assis dans la cuisine et il m'a calmée. « Madame Marie, je sais que c'est difficile, mais ça va passer. Dans quelques jours, la presse va se lasser et va chercher une autre nouvelle.
L'important, c'est que le parquet analyse déjà le dossier. Le procureur m'a appelé hier, a dit que les preuves sont solides. Il va ouvrir une enquête formelle. C'est un grand pas. Mais, maître, et s'ils viennent après moi? La famille du colonel, ses amis? Et s'ils veulent me nuire? C'est pour ça que j'ai apporté ça. Il a sorti un papier de sa mallette. C'est une demande de protection policière. Je vais la déposer aujourd'hui même. Vous aurez un policier qui fait des rondes dans la rue, au moins jusqu'à ce que les choses se calment. Et s'il se passe quelque chose d'étrange, n'importe quelle menace, vous m'appelez tout de suite, d'accord? J'ai accepté, mais la peur n'est pas passée. Il est parti par derrière à nouveau, et je suis restée là seule, regardant les murs de cette maison qui avait été la mienne et celle de Robert. Je ressentais son manque à ce moment-là, le manque de son soutien, de son étreinte, de sa voix calme, me disant que tout allait bien aller. Les jours suivants ont été un mélange d'ennui et d'anxiété. Je ne pouvais pas sortir de la maison à cause des journalistes qui insistaient encore à camper dans ma rue. Ma sœur Thérèse venait me rendre visite, apportait de la nourriture, restait quelques heures pour me tenir compagnie. Mon père est aussi venu, inquiet, me demandant si j'étais sûre de ce que je faisais. J'ai dit que oui, que je devais faire ça, pour Robert, pour Anne-Claire, pour moi-même. Le samedi 24 février, j'ai reçu la première menace. C'était une lettre sans expéditeur. Quelqu'un l'avait glissée sous la porte pendant la nuit. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu l'enveloppe blanche par terre, je savais que ce n'était pas une bonne chose. Je l'ai prise avec les mains tremblantes et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier avec un message écrit en lettres majuscules au stylo noir. « Laisse les morts en paix. Si tu insistes, tu vas le regretter. C'est le seul avertissement. » J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis assise sur le canapé, tenant cette lettre, et la peur s'est emparée de moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Ce n'était plus seulement une peur abstraite, c'était réel. Quelqu'un savait où j'habitais. Quelqu'un était venu jusqu'à ma porte. Quelqu'un me menaçait. J'ai appelé Maître Henri immédiatement. Il est venu ici en une demi-heure à amener un policier avec lui. J'ai montré la lettre. Le policier, un homme d'environ 40 ans, le sergent Costa, a pris la lettre avec précaution, l'a mise dans un sac plastique. Nous allons l'envoyer à l'expertise, voir si nous pouvons identifier quelque chose. Mais, Madame Marie, c'est sérieux. Ces menaces doivent être prises au sérieux. Vous ne pouvez pas rester seule ici. Il y a quelqu'un qui peut venir habiter avec vous pendant un moment? J'ai pensé à Thérèse. Elle avait un mari, des enfants. Elle ne pouvait pas tout laisser pour venir rester avec moi. J'ai pensé à mes parents, mais ils étaient trop vieux. Je ne voulais pas les mettre en danger. Au final, il a été décidé que le sergent Costa allait mettre un policier de faction dans ma rue, 24 heures sur 24, et que je ne devais pas ouvrir la porte à personne que je ne connaissais pas. Ce samedi a été l'un des jours les plus longs de ma vie. Je suis restée à l'intérieur de la maison, regardant par la fenêtre de temps en temps, voyant la voiture de police garée au coin. Les journalistes avaient disparu après que la menace ait été rapportée. Je pense que même eux avaient eu peur. Le dimanche, je suis allée à la messe de 10 heures à l'église Saint-Joseph. J'avais besoin de sortir de cette maison, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de prier. Je suis allée en voiture avec Thérèse, qui était venue me chercher. Pendant la messe, j'ai senti les gens me regarder, certains avec pitié, d'autres avec curiosité, d'autres avec désapprobation. Après la messe, à la sortie, Madame Yvonne, une dame de la communauté qui avait toujours été amie de la famille du colonel, est passée devant moi et a dit assez fort pour que tout le monde entende « Certaines personnes ne savent pas respecter la mémoire des morts. Quelle honte! Ça m'a fait mal. Ça m'a fait plus mal que la menace, plus que les journalistes, plus que tout, parce que ça venait de quelqu'un de la communauté, quelqu'un qui me connaissait. Et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la famille du colonel qui était contre moi, c'était une partie de la ville entière. Je suis rentrée à la maison en pleurant. Thérèse a essayé de me consoler, mais elle n'avait pas grand-chose à dire. La vérité était dure. J'avais touché à un nid de guêpes, et maintenant j'étais seule au milieu, recevant des piqûres de tous les côtés. Le lundi 26 février, Maître Henri m'a appelé avec une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne ? Le parquet avait officiellement rouvert les investigations.
Ils allaient exhumer le corps d'Anne-Claire pour faire une nouvelle expertise. Ils allaient interroger les personnes qui étaient impliquées à l'époque. Le dossier était pris au sérieux. La mauvaise. La famille du colonel Auguste Menard avait engagé un avocat et préparé un procès contre moi pour diffamation et calomnie. Ils voulèrent me poursuivre. Ils voulaient que je paie une lourde indemnisation. Ils voulèrent me détruire financièrement et moralement. Mais, maître, j'ai les preuves, les documents. Comment peuvent-ils me poursuivre si j'ai des preuves? Ils vont alléguer que les documents peuvent être faux, qu'il n'y a pas de preuves concrètes que le colonel était impliqué directement dans la mort d'Anne-Claire, seulement dans la corruption. Et même la corruption, ils vont essayer de la discréditer. Ils vont dire que vous avez tout falsifié. C'est une stratégie d'intimidation, Madame Marie. Ils veulent vous effrayer pour que vous abandonniez. Je ne vais pas abandonner. Je sais, et je vais vous défendre. Nous allons prouver que tout est vrai. Mais j'ai besoin que vous soyez forte. Ça va devenir pire avant de s'améliorer. Et il avait raison. C'est devenu bien pire. Le mardi, un article est apparu dans le journal écrit par un chroniqueur célèbre de la ville, ami de la famille Menard. L'article était une attaque directe contre moi. Il disait que j'étais une veuve rancunière, essayant de détruire la réputation d'un homme honorable qui ne pouvait plus se défendre. Il disait que j'avais probablement tout inventé pour attirer l'attention, pour obtenir de l'argent, je ne sais pas. Il utilisait des mots durs, me traitait d'opportuniste, de menteuse, de diffamatrice. J'ai lu cet article et j'ai ressenti une colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie. De la colère et de l'impuissance. Comment cet homme pouvait-il écrire ça sans même me connaître, sans même avoir vu les preuves, seulement parce qu'il était ami de la famille du colonel? Mais le pire était encore à venir. Le mercredi 28 février, quand je suis allée au marché faire des courses pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti dans ma chair ce que c'était d'être rejetée. Le propriétaire du marché, M. Joachim, qui avait toujours été sympathique avec moi, m'a à peine salué. Les autres clientes s'écartaient quand je passais dans les allées. J'ai entendu des chuchotements, des petits rires. Dans la file de la caisse, une femme devant moi s'est retournée et a dit « Vous devriez avoir honte, diffamant un homme mort qui a tant fait pour cette ville. » Je n'ai pas répondu. J'ai payé mes courses et je suis sortie de là le plus vite possible, retenant mes larmes jusqu'à arriver à la maison. Quand j'ai fermé la porte, je me suis effondrée. J'ai tellement pleuré que j'ai eu mal à la tête, les yeux gonflés. Je sentais que je menais une bataille seule contre le monde entier. Dans les jours suivants, en mars, les choses ne se sont pas améliorées. J'ai perdu des clientes de couture. Les femmes qui avaient l'habitude de me commander des vêtements ont arrêté d'appeler. Certaines ont fait savoir qu'elles n'avaient plus besoin de mes services. Mon revenu, qui était déjà faible, a pratiquement disparu. J'ai commencé à m'inquiéter de l'argent, comment j'allais payer les factures de la maison, comment j'allais survivre. Le 8 mars, Madame Conception, la mère d'Anne-Claire, est venue me rendre visite. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue là, avec un gâteau maison dans les mains et des larmes dans les yeux, je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai pleuré sur son épaule. Nous sommes entrés et nous nous sommes assises dans le salon. Elle a tenu mes mains. « Marie, je suis venue vous remercier. Remercier pour ce que vous faites pour ma fille. Je sais que c'est difficile, je sais que vous souffrez, mais vous n'êtes pas seule. Je suis avec vous. Et Anne-Claire, où qu'elle soit, est aussi avec vous. Vous êtes plus courageuse que vous ne l'imaginez. Vous faites ce que je n'ai pas eu la force de faire il y a 17 ans. » Ces mots m'ont donné un soulagement, un réconfort dont j'avais désespérément besoin. Nous avons passé l'après-midi à parler. Elle m'a raconté plus d'histoires d'Anne-Claire, de comment elle était déterminée, forte, juste. Et plus elle parlait, plus je sentais que je faisais la bonne chose, quel que soit le prix que je payais. Le 15 mars, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Maître Henri m'a appelé tôt le matin, la voix animée. « Madame Marie, nous avons des nouvelles. L'exhumation a été faite. » La nouvelle expertise a trouvé quelque chose que l'expertise de 1962 n'avait pas remarqué ou avait délibérément ignoré. Des marques de défense sur les mains et les bras d'Anne-Claire. Elle s'est battue avant de mourir. Ce n'était pas un suicide. L'expertise est concluante. C'est un homicide. Mon cœur s'est emballé. « Vous êtes sûr, maître ? » « Absolument. Le rapport a déjà été remis au procureur. Ça change tout. »
Maintenant, ce n'est plus seulement une accusation basée sur des documents de corruption, c'est une enquête pour meurtre. Et avec les preuves que vous avez fournies des documents, il devient clair qu'Anne-Claire a été tuée pour être réduite au silence. Le parquet prend ça très au sérieux maintenant. J'ai raccroché le téléphone et je suis tombée à genoux, là même dans le salon. J'ai pleuré, mais cette fois ce n'était pas seulement de tristesse, c'était de soulagement, de justice. Anne-Claire allait avoir justice. Après 17 ans, elle allait enfin avoir justice. Dans les jours suivants, le paysage a commencé à changer. La presse qui m'avait attaqué a commencé à rapporter la nouvelle expertise. Le ton des articles a changé. Ce n'était plus « veuve opportuniste accuse ancien maire », c'était « nouvelle expertise prouve assassinat dans un cas de 1962 ». Les gens ont commencé à se demander si Anne-Claire a vraiment été assassinée, alors peut-être que cette femme disait la vérité depuis le début. Au marché, certaines personnes ont recommencé à me saluer. Pas toutes, il y avait encore beaucoup de gens contre moi. Mais certaines. Monsieur Joachim, le propriétaire du marché, s'est excusé pour la façon dont il m'avait traité. Il a dit qu'il avait jugé sans connaître les faits. J'ai accepté ses excuses, mais je n'ai pas oublié la douleur que j'avais ressentie. En avril 1979, le procureur a officiellement ouvert une enquête criminelle. Même si le colonel Auguste Menard était mort, l'enquête allait enquêter sur tous les impliqués. Et apparemment, il y avait plus de gens impliqués. Le chauffeur du colonel à l'époque, qui était encore vivant, son secrétaire. D'autres personnes qui savaient pour le système de corruption et qui auraient pu participer au meurtre ou à la dissimulation. J'ai été appelée à témoigner plusieurs fois. J'ai tout raconté, j'ai montré les pages que Robert avait laissées. J'ai expliqué comment j'avais trouvé les documents. Le procureur, maître Marcel, était un homme sérieux dans la cinquantaine, avec un visage de quelqu'un qui ne plaisantait pas en service. Il me regardait dans les yeux et je voyais qu'il me croyait. Le 3 mai, un jeudi que je n'oublierai jamais, maître Henri m'a appelé en milieu d'après-midi. Sa voix tremblait d'émotion. Madame Marie, le chauffeur du colonel, a avoué. Il a tout avoué. Il a dit que c'était le colonel qui avait tué Anne-Claire de ses propres mains, que lui, le chauffeur, avait aidé à forger la scène du suicide. Qu'ils avaient fait ça parce qu'Anne-Claire avait découvert la corruption et allait la dénoncer. Il a avoué en échange d'une réduction de peine. Madame Marie, nous avons gagné. La vérité a éclaté. Je n'ai pas pu dire un mot. Je pleurais juste de l'autre côté de la ligne. Je pleurais et pleurais et pleurais. 17 ans. 17 ans d'injustice. 17 ans de la famille d'Anne-Claire souffrant sans réponse. 17 ans de Robert portant cette culpabilité. Et maintenant, enfin, la vérité avait été dite officiellement, publiquement, indiscutablement. Le lendemain, le titre du journal était « Le chauffeur avoue, le colonel Auguste Menard a assassiné sa secrétaire en 1962 pour couvrir un système de corruption. » La ville entière est entrée en état de choc. L'homme qui avait été maire, député, qui avait son nom sur des rues, des écoles, des places, était un assassin, un corrompu, un monstre qui avait pris la vie d'une fille de 21 ans juste pour protéger son système sale. Et moi, la veuve opportuniste, la menteuse, la diffamatrice, j'avais eu raison depuis le début. Après les aveux du chauffeur, tout a changé très vite. La presse qui m'avait crucifiée voulait maintenant m'interviewer, me demander pardon, m'appeler héroïne. J'ai refusé presque toutes les interviews. Je n'avais pas fait ça pour être une héroïne. Je l'avais fait parce que c'était juste, parce que Robert et Anne-Claire le méritaient. Dans les jours suivant les aveux, les rues et places portant le nom du colonel Auguste Menard ont commencé à être renommées. L'école qui portait son nom est devenue l'école municipale Anne-Claire Rodrigue. J'ai trouvé ça beau, très beau. Au moins quelque chose de bon était sorti de toute cette douleur. Le 10 mai 1979, un jeudi ensoleillé, je suis allée visiter la tombe de Robert. Je n'y étais pas allée depuis l'enterrement. Je n'avais pas pu. Mais ce jour-là, j'ai senti que je devais y aller. J'ai acheté un bouquet d'œillets blancs chez la fleuriste Madame Célia et je suis allée au cimetière municipal. Sa tombe était simple, une pierre tombale en marbre gris avec son nom, les dates de naissance et de mort et une phrase que j'avais choisie « Repose en paix, amour de ma vie.
Je suis restée là debout, regardant cette pierre froide, et j'ai commencé à lui parler. Peu m'importait s'il y avait des gens qui regardaient, s'ils allaient penser que j'étais folle. Je devais parler. « Robert, j'ai tout découvert. J'ai découvert à propos d'Anne-Claire, à propos de ce que tu as vu, à propos de la peur que tu as portée toutes ces années. Et je veux que tu saches que je ne suis pas en colère, je ne suis pas blessée. Je comprends. Je comprends pourquoi tu n'as pas pu me le dire. Je comprends le poids que c'était. Et je veux que tu saches que je te pardonne. Je te pardonne d'avoir gardé ce secret. Je te pardonne de ne pas m'avoir fait suffisamment confiance pour partager cette douleur. Parce qu'au final, tu m'as aimé, comme tu as pu. Et cet amour était réel, était vrai et était suffisant. Les larmes coulaient sur mon visage, tombaient sur le sol de terre rouge du cimetière. J'ai mis les œillets dans le petit vase devant la pierre tombale et je suis restée là encore un moment en silence, juste à sentir la brise chaude de ce matin de mai. Quand je partais, j'ai rencontré Madame Conception qui arrivait. Elle aussi avait un bouquet de fleurs dans les mains, des fleurs jaunes, des tournesols, qui étaient les préférés d'Anne-Claire. Nous nous sommes embrassés là même, au milieu du cimetière, et nous avons marché ensemble jusqu'à la tombe d'Anne-Claire. Sa tombe était quelques rangées devant celle de Robert. Elle était plus ancienne, la pierre tombale un peu écaillée par le temps. Madame Conception a nettoyé la poussière avec sa main, a arrangé les fleurs dans le vase et est restée là, la main sur la pierre froide, parlant doucement à sa fille. J'ai attendu à côté, respectant ce moment à elle. Quand elle a fini, elle m'a regardé et a souri. Un sourire triste, mais il y avait de la paix dedans. Maintenant, elle peut reposer. Maintenant, je peux reposer. Merci, Marie. Merci de ne pas avoir abandonné. Vous n'avez pas à me remercier, Madame Conception. J'ai fait ce qui devait être fait pour Anne-Claire, pour Robert et pour toutes les personnes qui ont été réduites au silence par des gens puissants et corrompus. Nous sommes sortis du cimetière ensemble. Elle m'a invité à déjeuner chez elle, mais j'ai refusé poliment. J'avais besoin d'un moment seul pour traiter tout ça, pour commencer à guérir de tout ce traumatisme des 3 derniers mois. Je suis rentrée à la maison, j'ai préparé un thé à la camomille, je me suis assise sur la véranda et je suis restée là juste à regarder la rue vide, à écouter les petits oiseaux chanter dans les arbres. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Une paix profonde qui venait de l'intérieur. L'orage était passé. J'avais survécu. Et plus que ça, j'avais gagné. Dans les semaines suivantes, lentement, ma vie a commencé à revenir à la normale. Ou plutôt, a commencé à se transformer en une nouvelle normalité, parce que je ne pouvais plus être la même personne qu'avant. J'avais changé. J'avais découvert une force en moi que je ne savais pas qui existait, un courage que je n'avais jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Les clientes de couture ont recommencé à revenir, certaines avec honte, demandant pardon pour la façon dont elles m'avaient traitée. J'acceptais les excuses, mais je choisissais bien avec qui j'allais travailler. Je ne voulais plus faire des vêtements pour des gens qui m'avaient jugé sans connaître les faits. Je voulais travailler avec des gens qui avaient du caractère, qui avaient du cœur. En juin 1979, j'ai reçu une lettre. C'était d'une maison d'édition de Paris. Ils avaient lu sur le cas dans les journaux et voulaient savoir si j'accepterais d'écrire un livre racontant toute l'histoire. Ils offraient même un écrivain fantôme pour m'aider. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que je voulais revivre tout ça encore ? Est-ce que je voulais exposer encore plus ma vie ? Au final, j'ai décidé que non. Je ne voulais pas gagner de l'argent avec cette histoire. Cette histoire était celle d'Anne-Claire, pas la mienne. Mais j'ai répondu à la lettre, disant que s'il voulait écrire sur le cas, je suggérais qu'il se concentre sur sa vie à elle, sur son travail, sur son courage. Elle méritait d'être rappelée comme la femme forte et juste qu'elle était, pas seulement comme victime d'un meurtre. En juillet, le procès du chauffeur a commencé. Il a été condamné à 12 ans de prison pour complicité d'homicide et dissimulation de cadavres. Peu, à mon avis, considérant qu'il avait aidé à forger une scène de suicide et avait laissé une famille souffrir pendant 17 ans. Mais au moins, c'était quelque chose. Au moins, il n'était pas sorti impuni. Le secrétaire du colonel a aussi été inculpé, mais a obtenu un accord et a pris une peine moindre. Et d'autres personnes impliquées dans le système de corruption ont été enquêtées. Certaines étaient déjà mortes, d'autres ont fui la ville. Mais la vérité avait éclaté,
et c'était déjà une énorme victoire. En août, j'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour veuves à l'église. J'ai rencontré d'autres femmes qui avaient perdu leur mari, qui essayaient de reconstruire leur vie, qui comprenaient la douleur de la solitude. C'est là que j'ai vraiment commencé à traiter la mort de Robert. Pas seulement sa mort physique, mais la mort de l'image que j'avais de lui. Parce que découvrir qu'il avait gardé un si grand secret de moi était, d'une certaine façon, comme le perdre à nouveau. Mais avec le temps, avec les conversations dans le groupe, avec les prières, avec le soutien des autres femmes, j'ai compris que Robert avait fait de son mieux avec les outils émotionnels qu'il avait. Il avait vécu à une époque où les hommes ne parlaient pas de sentiments, ne partageaient pas leurs peurs, ne montraient pas de faiblesse. Et il avait porté ce poids seul parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ce n'était pas sa faute. C'était la faute d'une société entière qui enseignait aux hommes à être toujours forts, à ne jamais demander d'aide, à tout garder à l'intérieur jusqu'à exploser. Et il m'avait aimé. De ça, j'étais certaine. Il m'avait aimé de la façon tordue qu'il avait pu. Mais il m'avait aimé. Et je l'avais aimé aussi. Et cet amour, même avec toutes ses imperfections, avait été réel. En septembre 1979, à l'anniversaire d'1 an de la mort d'Anne-Claire, Madame Conception a organisé une messe en mémoire de sa fille. Elle a invité peu de personnes, moi, ma famille, quelques vieux amis d'Anne-Claire et des représentants du parquet qui avaient travaillé sur le cas. C'était une cérémonie petite, simple, mais très émouvante. Le père Augustin, qui avait remplacé le prêtre qui avait célébré mon mariage des années auparavant, a parlé de justice, de vérité, de l'importance de ne jamais abandonner de lutter pour ce qui est juste. Il m'a regardé à certains moments et je savais qu'il me parlait à moi aussi. Après la messe, Madame Conception m'a donné un cadeau. C'était une photo d'Anne-Claire, encadrée, avec une dédicace au dos écrite de sa propre main. Pour Marie, la femme qui a donné une voix à ma fille quand elle ne pouvait plus parler. Avec une gratitude éternelle, Conception. J'ai gardé cette photo avec beaucoup de soin. Je l'ai mise sur l'étagère du salon, à côté d'une photo de moi et de Robert le jour de notre mariage. D'une étrange façon, nous 4 étions connectés maintenant. Moi, Robert, Anne-Claire et Madame Conception, unis par une tragédie, mais aussi par l'amour, le courage et la justice. Les mois ont passé. Octobre, novembre, décembre. 1979 se terminait. Ça avait été l'année la plus difficile de ma vie, mais aussi l'année qui m'avait complètement transformée. Je n'étais plus la Marie timide qui acceptait tout en silence. J'étais une nouvelle Marie qui avait appris à utiliser sa voix, qui avait affronté des gens puissants, qui était allée jusqu'au bout pour ce qu'elle croyait. À Noël cette année-là, j'ai passé le réveillon avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. C'était bon d'être entouré de gens qui m'aimaient, qui étaient restés à mes côtés pendant toute cette folie. Mon père, déjà avec 73 ans, a tenu ma main pendant le réveillon et a dit « Ma fille, j'ai toujours su que tu étais forte, mais cette année tu m'as montré que tu es plus forte que je l'imaginais. Je suis fière de toi. » Ces mots m'ont rempli d'une émotion que je ne peux pas décrire, parce qu'au final, c'était ça dont j'avais besoin d'entendre, que quelqu'un était fier de moi, que j'avais fait la bonne chose, que ça en avait valu la peine. 1980 est arrivé en apportant un air de recommencement. En janvier, j'ai décidé de faire quelques changements dans la maison. J'ai peint les murs du salon d'une teinte plus claire, beige doux. J'ai changé les vieux rideaux pour des neufs avec des fleurs imprimées. J'ai donné quelques vêtements de Robert qui étaient gardés dans l'armoire. Pas tous. J'ai gardé quelques chemises qui sentaient encore son odeur, une cravate qu'il portait les dimanches. Mais le reste, j'ai donné. Je devais faire de la place, de l'espace physique et émotionnel pour aller de l'avant. En février, j'ai commencé à donner des cours de couture aux filles de la communauté. Je leur enseignais à coudre à la main, à utiliser la machine, à faire leurs propres vêtements. C'était gratifiant de voir ces filles apprendre un métier, gagner de l'indépendance. Certaines venaient de familles pauvres et savoir coudre pouvait faire la différence dans leur vie. Je me sentais à nouveau utile, avec un but. En mars, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une journaliste de Paris voulant faire un reportage sur des femmes qui avaient lutté pour la justice dans des cas difficiles.
Elle avait entendu parler de moi et voulait inclure mon histoire. Cette fois, j'ai accepté, pas pour me promouvoir, mais parce que j'ai pensé que mon histoire pouvait inspirer d'autres femmes. Elle pouvait montrer que même quand tout le monde est contre vous, même quand ça semble impossible, vous pouvez gagner si vous avez du courage et de la détermination. L'interview est sortie en avril dans un magazine féminin de diffusion nationale. C'était étrange de voir ma photo là, de lire mes mots imprimés sur le papier. Mais les lettres que j'ai reçues après ont été émouvantes. Des femmes de toute la France m'écrivaient, racontant leurs propres histoires de lutte, de courage, me remerciant d'avoir partagé la mienne. L'une d'elles m'a particulièrement marquée. C'était d'une femme de 40 ans de Lyon, qui avait subi de la violence domestique pendant des années et n'avait jamais eu le courage de porter plainte. Elle a dit qu'après avoir lu mon histoire, elle avait pris son courage, avait dénoncé son mari et reconstruisait sa vie. Cette lettre m'a fait pleurer et sourire en même temps, parce que j'ai réalisé que ma douleur avait servi à quelque chose de plus grand. Les années ont passé. 1981, 1982, 1983. La vie s'est réorganisée. Madame Conception est devenue une amie très chère. Nous nous voyions toutes les semaines, prenions le café ensemble, parlions de tout. Elle me racontait des histoires d'Anne-Claire quand elle était enfant. Je racontais des histoires de Robert. C'était comme si, à travers ces conversations, nous gardions les deux vivants d'une certaine façon. En 1984, Madame Conception est tombée malade. C'était un cancer qui s'est propagé rapidement. En septembre de cette année-là, elle est décédée. J'étais à côté d'elle à l'hôpital quand elle est partie. J'ai tenu sa main et elle m'a regardée avec ses yeux fatigués, mais en paix. « Je vais retrouver ma petite maintenant », a-t-elle chuchoté. « Je vais pouvoir la serrer dans mes bras à nouveau. »« Merci pour tout, Marie. Tu as été l'ange que Dieu a mis sur notre chemin. Je l'ai vue fermer les yeux pour la dernière fois et j'ai ressenti une douleur immense, mais aussi un réconfort. Elle était partie en paix, sachant la vérité sur sa fille, sachant que justice avait été faite. À ses funérailles, c'est moi qui ai tout organisé. Elle n'avait plus personne et je me sentais honorée de pouvoir faire ça pour elle. Les années 80 sont passées. J'ai continué à coudre, continué à donner des cours, continué à vivre. J'ai eu quelques prétendants au fil des ans, des hommes bons qui s'étaient intéressés à moi, mais je n'ai jamais voulu me remarier. Robert avait été mon grand amour avec toutes ses imperfections et j'étais bien comme ça, seule, mais pas solitaire. J'avais ma famille, mes amis, mes élèves, ma routine. En 1990, la ville a inauguré une place en hommage à Anne-Claire. Place Anne-Claire Rodriguez, avec un buste d'elle au centre, une plaque racontant son histoire. Je suis allée à l'inauguration. Il y avait peu de gens, mais les personnes qui étaient là savaient qui elle était, ce qu'elle représentait. Une jeune femme courageuse qui s'était battue contre la corruption et avait payé de sa vie. Un symbole d'intégrité. Les années 90 ont apporté beaucoup de changements. La ville a grandi, s'est modernisée. Ce cas de 1962 est devenu de plus en plus distant dans la mémoire des gens. Les nouvelles générations ne savaient même pas qui avait été le colonel Auguste Menard, ni Anne-Claire, ni rien de cette histoire. Et c'est bien. La vie est comme ça, elle continue. Mais moi, je n'ai jamais oublié. Et chaque fois que je passais devant la place Anne-Claire Rodriguez, je m'arrêtais quelques minutes, je regardais ce buste de bronze et je remerciais d'avoir eu du courage. Aujourd'hui, en 2025, à 82 ans, je regarde en arrière et je vois que cette année 1979 a été le tournant de ma vie. C'était l'année où j'ai découvert qui j'étais vraiment. C'était l'année où j'ai appris que la vérité vaut toujours la peine, même quand ça fait mal, même quand ça coûte cher, même quand tout le monde est contre vous. J'ai appris que l'amour est complexe, que les gens portent des poids qu'on ne voit pas, que nous ne pouvons pas toujours être totalement honnêtes, même avec ceux qu'on aime le plus, et que c'est bien, parce que nous sommes humains, imparfaits, essayant de faire de notre mieux avec ce que nous avons. J'ai appris que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur et le faire quand même. C'est trembler, pleurer, vouloir abandonner, mais continuer parce que vous savez que c'est juste. J'ai appris que la justice prend du temps,
Mais quand elle vient, elle apporte une paix qu'aucun argent au monde ne peut acheter. Et j'ai appris que notre vie peut changer complètement d'un jour à l'autre, que nous pouvons vivre une vie tranquille, ordinaire, et soudainement nous retrouver au milieu d'une tempête. Mais si nous restons fermes, si nous n'abandonnons pas, si nous continuons à croire en ce qui est juste, nous en sortons de l'autre côté, différents, transformés, mais plus forts. Alors, c'est ce que je voulais laisser à vous qui m'écoutez. N'abandonnez pas la vérité, n'abandonnez pas la justice, n'abandonnez pas de lutter pour ce que vous croyez, même quand ça semble impossible. Parce qu'au final, ce qui reste, ce n'est pas le confort d'être resté silencieux, ce qui reste, c'est la paix d'avoir fait ce qui est juste. Robert, où que tu sois, je te pardonne, je te comprends et je t'aime de la façon tordue et belle qu'a été notre amour. Anne-Claire, ton courage m'a inspirée. Merci d'avoir lutté pour ce qui était juste, même en sachant le risque. Tu n'es pas morte en vain. Et pour vous qui m'avez accompagnée jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché d'une certaine manière, si elle vous a inspiré, laissez un like ici en bas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû lutter pour une vérité difficile dans votre vie? Comment c'était? Je veux savoir de vous.